Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La ville des 333 saints de Tombouctou accueille aujourd'hui le forum de la presse de Studio Tamani. L'émission est délocalisée dans cette ville et c'est la radio Diamana de Tombouctou qui nous accueille. Au menu de ce forum, nous allons parler de la situation sécuritaire de façon globale, mais particulièrement celle de Tombouctou. Et également, nous allons parler de l'éducation et du processus de révision constitutionnelle engagé par le gouvernement. Nos invités, ils sont au nombre de 3. Al-Husseini Al-Haji, journaliste à la radio Diamana de Tombouctou, Abdoulaye Traoré, journaliste à la radio Bouktou de Tombouctou également, et Moulay Saya, correspondant de l'AMAP à Tombouctou. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, on va commencer cette première étape par la situation sécuritaire à Tombouctou. À vous, Monsieur Moulay Saya. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire à Tombouctou? Bon, je dirais merci pour cette question. De façon générale, si n'eût été le dernier acte posé il y a 2 ou 3 jours, nous pouvons dire que réellement, la situation sécuritaire, d'une façon ou d'une autre, ça va plus ou moins. C'est vrai, il y a quelques braquages sur les routes et tout ça. Mais les attaques même, proprement dites, il y en a eu peu. Mais c'est vrai, sur les routes, il y a des braquages quand même, qui se font de façon spontanée, sporadique, et pour lesquels... on essaie quand même de trouver des solutions. Mais vous savez, c'est pas facile. Parce que ce n'est pas la guerre asymétrie, mais c'est une façon de guerre asymétrie. Le bandit, il est là, il peut faire 1 mois, 2 mois, il n'agit pas. Un bon matin, il se lève comme ça et il pose un gros acte qui décourage tout le monde. On a l'impression que rien n'est fait par rapport à la sécurité, mais ce n'est pas vrai, c'est une grosse erreur de penser comme ça. Réellement, il y a un grand pas qui est en train d'être franchi dans le cadre de la sécurisation des personnes et puis des biens. Mais comme on le dit, le terrain, il est très grand, très vaste. On ne peut pas mettre un militaire à chaque arbre, c'est pas possible. C'est pas possible. En connaissance de cause, je sais que ici, la zone fait de son mieux pour vraiment sécuriser les routes. Ils font des escortes pour les transporteurs. Mais malheureusement, les transporteurs aussi n'aiment pas aussi les escortes parce que c'est très lent. Le déplacement militaire, ce n'est pas... On ne fonce pas comme ça directement, non. C'est réglementé. Grosso modo, je peux dire que la situation sécuritaire, vraiment au niveau de la région, par rapport à un temps T, il y a vraiment beaucoup d'améliorations. D'accord. Pensez-vous, M. Traoré, également que la situation s'est améliorée? Bien, en fait, moi, je pense que la sécurité, pour moi, c'est vraiment un ensemble de dispositions. Ce n'est pas forcément lié à des attaques. Parce que quand on voit aujourd'hui dans la région de Tombouctou, il ne se passe pas un jour où il n'y a pas de personnes qui sont tuées ou bien des braquages sur nos routes. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration par rapport à ce que nous avons connu de 2012 jusqu'à l'année dernière. Mais jusqu'à présent, il y a vraiment des problèmes de sécurité dans la région de Tombouctou. D'accord. Est-ce que vous pensez, Al-Husseini Al-Haj, que la situation s'est améliorée également ou pas? Moi, bonsoir d'abord aux auditeurs du studio Tamani. Je suis du même avis que M. Traoré. Vous savez, la sécurité, elle est multidimensionnelle. Aujourd'hui, par exemple, à Tombouctou, c'est très difficile d'avoir certains types de véhicules. C'est très compliqué d'avoir certains types de véhicules. Si ce n'est pas une Mercedes, tu as 1000 chances de te faire prendre ton véhicule. Donc, sur nos routes également, il ne se passe pas un jour où on ne parle pas de braquage. La dernière en date, c'est le chauffeur, malheureusement, qui a été tué la semaine passée sur la route de Gundam, juste parce qu'il a refusé de s'arrêter. Aujourd'hui, c'est très difficile d'emprunter les axes Tombouctou, Bambara-Maudé, Douanza, Tombouctou, Gundam, parce que ces routes ne sont pas sécurisées. On peut dire que les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'aménagement.
il y a les FAMA qui sont là. Mais les populations se sentent abandonnées. Parce que sur ces routes, c'est vrai, souvent on voit nos militaires, mais les populations se sentent pratiquement abandonnées. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit quitter Tombouctou, il a 1000 chances d'être braqué par ces gens qui sont aujourd'hui en armes. Et ces individus qui sont sur nos routes, qui sont en armes, moi je pense que ce sont les individus isolés des groupes armés. Ce sont des individus isolés des groupes armés qui commettent ces actes et qui retournent tranquillement dans leur groupe sans qu'on ne sache c'est eux ou pas. Donc c'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui à Tombouctou, même s'il n'y a pas d'attaque sur les militaires, sur la MINUSMA, c'est pas seulement la MINUSMA, les femmes, il y a aussi les populations civiles qui sont là, qui ont la peur au ventre. Voilà. Donc, vous pensez que la ville est beaucoup plus touchée par le banditisme, le terrorisme, ou c'est les groupes armés toujours qui opèrent? Bon, par rapport au terrorisme, les populations civiles ne se sentent vraiment pas touchées. Parce que ce qu'on dit ici à Tombouctou, c'est qu'on considère comme, je ne sais pas, moi je ne dirais pas terroriste, c'est qu'on considère comme terroriste ou djihadiste. En tout cas, ceux qui sont à Tombouctou disent que tant que tu n'es pas en fait sur leur chemin, être sur leur chemin, ça veut dire quoi? Leur empêcher de faire ce qu'ils doivent faire ou être quelqu'un qu'ils soupçonnent d'être un informateur de l'armée, un informateur par exemple de la MINUSMA, tu n'as pas de problème avec eux, ou quelqu'un qui travaille avec eux, ils sentent que cette personne va les trahir ou est sur le point de les trahir, donc cette personne peut être inquiétée. En tout cas, au niveau de ce qu'on considère comme djihadistes, terroristes, les populations civiles ne se sentent vraiment pas en insécurité. Mais le plus grand problème, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est cela qui nous braque en plein centre-ville, en pleine journée à Tombouctou, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un véhicule de luxe à Tombouctou. Mais une Mercedes, peut-être tu peux avoir une Mercedes, rouler tranquillement dans cette Mercedes. Les 4x4, les pick-up. Les 4x4, les pick-up et autres. Tu as ça aujourd'hui, demain quelqu'un te prend ça. Voilà. D'accord. Monsieur Saya Al-Hussein Al-Haj pense aujourd'hui que la population n'est pas rassurée par la présence de ces forces maliennes et étrangères. Bon. En fait, si moi j'essaie quand même de classifier ce qu'il a dit, ce type de banditisme, ce type d'insécurité dont il parle existe un peu partout au Mali. Les braquages, ça se fait à Bamako, c'est la capitale. On enlève des voitures, des 4x4 pour des gens à Bamako. Mais est-ce que la situation n'est pas plus fréquente à Tombouctou qu'à Bamako concernant ces voitures, ces types de voitures? Bon, je sais qu'à Bamako, presque tous les jours, il y a des braquages. Tous les jours, il y a des braquages. Ici, il y en a. On ne connaissait pas ça, c'est vrai, dans le temps. Mais vous savez, c'est les corollaires des rébellions. Chaque fois qu'il y a des rébellions, il y a des gens qui, dans cette situation, essaient de faire fortune. Mais c'est là qu'ils se trompent parce que c'est un bien mal acquis qui ne profite jamais. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est ma façon de voir les choses. Par rapport à l'insécurité, je me dis quand les FAMA, les forces internationales, les kamikazes et autres il y a des kamikazes, des trucs comme ça. Bon, là, ça c'est pour moi l'insécurité accrue. L'insécurité sur nos routes, c'est vrai, il y en a. Il y en a, hein. Comme ils l'ont dit, et ça se passe tous les jours, en longueur de journée. Et ma foi, les gens attendent beaucoup de ces FAMA, de ces forces internationales qui sont là, pour quand même essayer d'endiguer cette situation qui est là. Est-ce qu'elles patrouillent sur ces routes-là, les forces il n'y a pas de patrouilles. Bon, il y a des patrouilles, mais il y a des escortes. Dans la ville aussi, il y a des patrouilles. Il y a des patrouilles. De nuit comme de jour, il y a des patrouilles. Mais sur les routes, les patrouilles sont rares. Sur les routes, souvent c'est top secret. Quand l'armée sort, l'armée ne dit pas que je vais des trucs comme ça. Vous savez, c'est la grande miette. Mais je sais qu'il y a des patrouilles. Il y a des escortes que les gens, comme je l'ai dit, n'apprécient pas parce que c'est trop lent. D'ici Gundam, 90 km, s'il faut faire 2 heures de temps, ça n'arrange pas le transporteur, ça n'arrange pas les passagers. Il préfère tenter sa chance, soit il gagne ou il perd.
D'accord. Alors, parmi les mesures prises pour que la situation puisse se stabiliser, c'est l'accord pour la paix dont la mise en œuvre est en cours. Est-ce que vous pensez qu'il y a une avancée dans la mise en œuvre de cet accord, M. Traoré? Bien, avant de venir à cette question, j'aimerais un peu ajouter un mot à ce que viennent de dire mes confrères. Vous savez, dans la région, nous avons une centaine de mouvements armés qui opèrent dans cette région. Et ces mouvements armés ont pris les armes pourquoi? Beaucoup de mouvements armés ont pris les armes uniquement dans le but de se faire recruter au niveau de l'armée. Ces gens se sont eux-mêmes cantonnés dans des villages ou bien en brousse. Ils n'ont ni à manger, ni à boire, ils n'ont aucun revenu. Donc ils sont obligés de venir sur les routes braquer les gens. Voilà le problème, c'est là où se trouve le problème. Donc tous ceux qui font ces opérations-là en brousse, ce sont des éléments de groupes armés. Ce ne sont pas des bandits comme on nous le dit. Chaque fois qu'il y a braquage, on dit c'est des bandits, mais en réalité, c'est des gens qui viennent de groupes armés parce qu'ils n'ont rien à manger. Notamment la CEMA et la plateforme. CEMA, plateforme, oui, exactement. Alors aujourd'hui, par rapport au DDR, le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion et le mécanisme opérationnel de coordination, où en sommes-nous? Je voulais quand même apporter une petite précision également. Allez-y. Par rapport à ce qu'il a dit, c'est vrai. Quelque part aussi, l'État a fait une grosse erreur de dire que pour être intégré, il faut avoir une arme. Alors, celui qui est là, qui n'a pas d'arme, il veut intégrer l'armée, il va tout faire. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment, ces bandits se sont acharnés sur l'armée. Chaque fois on attaque, c'est pour enlever les armes. Et c'est pour pouvoir vraiment intégrer. C'est pourquoi ils attaquent les militaires pour avoir des armes et pour être enrôlés dans l'armée. Donc cette précision aussi, je tenais quand même à l'apporter. Ça fait son plus quand même par rapport à l'insécurité que nous avons vécue. D'accord. Par rapport au DDR, en fait, en son temps, je crois que le Premier ministre actuel lui-même avait lancé ce qu'on appelle le DDR accéléré. Donc c'est dans ce sens qu'ils ont commencé à cantonner certains éléments du MOC. Et donc quand ça a commencé avec quelques éléments, ils ont dit dans 2 ou 3 mois, ils vont vraiment continuer la suite. Et depuis que les premiers éléments ont été cantonnés au MOC, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Donc vous voyez, il y a vraiment un problème. Donc les choses ne bougent pas. On parle, mais en réalité, il n'y a pas d'action concrète. C'est ça qui le problème de ce pays. Les gens se prennent des mesures. Ça crée même des problèmes. Un jour, il y avait un mouvement qui a créé de la panique ici, parce qu'ils ont tellement attendu ce DDR-là pour être enrôlé au MOC, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de suite. Donc finalement, ils ont pris les armes pour aller au niveau du MOC, pour réclamer vraiment leurs droits, parce qu'ils ont trop attendu. C'est des problèmes. Moi, je pense que vous avez signé des accords. Qu'est-ce que l'accord dit? Il faut désarmer, il faut cantonner, et puis recruter les éléments, les mettre au sein de l'armée. Voilà, le problème est fini. Mais des années, 6 ans maintenant, on n'arrive pas à le faire. Mais c'est grave. Pourquoi? Est-ce que c'est la mesure? C'est la mauvaise foi. C'est parce que les politiques n'ont pas la volonté d'aller à la paix. Parce que ceux qui nous aident, nos partenaires n'ont pas la volonté d'aller à la paix. Voici le problème. Ceux qui nous aident là, c'est des gens qui nous aident dans leur propre intérêt. Ils veulent que ce problème s'éternise parce que ça leur profite. Ça fait nourrir des hommes. Et le peuple malien est en train de souffrir à cause de ça. Et l'État est conscient de cette situation et n'agit pas? Oui, je ne dirais pas que l'État est conscient de cette situation et n'agit pas. Mohamed, le DDR aujourd'hui est en train de mettre à jour beaucoup de mensonges par rapport à cette situation que nous avons connue depuis 2012. Depuis 2012, il y a des groupes armés qui vous disent, par exemple, nous avons 5 000 hommes, nous avons 4 000 hommes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de DDR, lorsqu'on parle d'amener des listes, certains groupes ont de la peine à compléter leur liste. C'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les chiffres que certains groupes ont avancés n'étaient vraiment pas réels, ne concordaient pas avec la réalité. Le doyen Saya l'a dit, on a demandé, pour que quelqu'un puisse intégrer aujourd'hui un groupe, on demande soit une grenade, soit 250 balles, ou un fusil. Alors, à ce niveau, un enseignant, un ouvrier, ou quelqu'un qui veut avoir sa part du gâteau, il faut le dire ainsi, va chercher soit 250 balles ou une grenade, dans l'espoir quand même d'être intégré dans tel ou tel groupe. Parce qu'on sait aujourd'hui, dans ces groupes,
beaucoup pensent être recrutés dans l'armée, au sein de la douane, au sein d'autres corps. Donc du coup, on est en train de chercher des munitions par-ci, par-là. Donc ça ne peut pas marcher. Parce que ce qu'on nous a dit avant, ça ne concorde pas avec la réalité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis qu'on a parlé de DDR accéléré, depuis qu'on a parlé de DDR, on voit que c'est-à-dire la situation va de jour en jour au ralenti. C'est-à-dire ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas parce qu'on nous a menti. Il y a des choses qu'on nous a dit qui ne sont vraiment pas réelles. Et par rapport à ce que Abdoulaye Traoré avait dit, je me souviens en 2016, le 12 février de l'année 2016, j'étais avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies, An-Nadif Aber. Il y avait un notable qui disait, devant le représentant du secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui, nos enfants sont obligés de braquer les populations sur nos axes routiers. Ils sont obligés d'aller prendre des véhicules parce qu'ils ont faim. Parce que l'accord, il dit que l'accord, ce n'est qu'un simple papier. Ils ne mangent pas l'accord. Et aujourd'hui, pourquoi il y a tant de braquages? Parce qu'au sein de ces groupes armés, ceux qui sont au sein de ces groupes armés, ils ne sont pas salariés. De quoi ils vivent? Je ne justifie pas cela, mais de quoi ils vivent? Donc, quelque part, eux-mêmes, ils justifient ces braquages-là parce qu'ils se disent qu'on n'a rien à manger, on n'a pas de salaire. Donc, certains ils ne le font pas à découvert. Mais je suis sûr que tous ceux-là qui nous braquent, il y a beaucoup qui appartiennent à des groupes qui ne le font pas à visage découvert parce que ces armes, où est-ce qu'ils tiennent ces armes? Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Saya, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a pensé également à la prise en charge de toutes ces personnes quand elles vont être enrôlées dans l'armée? Bon, en réalité, il faut essayer de revoir quand même la situation depuis la signature des accords du processus d'Alger. Tout le monde était unanime dessus que le Mali n'a pas les ressources financières nécessaires pour l'application de ces accords. Et maintenant, plus on avance, plus le problème de finances se pose. Et ceux-là qui ont promis des milliards, on ne décaisse pas des milliards comme ça des Occidentaux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'avancer suivant notre rythme et suivant le budget du Mali. En tout cas, tous les fonds, en ce que je sache, que les partenaires ont promis, en ce que je sache, je ne vois pas grand-chose. Et pour moi, tout ce qui est en train de se faire, c'est le budget d'État. Le budget d'État ne peut pas supporter, comme je vous l'ai dit, les accords. Ce n'est pas possible. On n'a pas ces ressources-là. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas ces ressources-là. D'accord. On attend les partenaires techniques et financiers pour pouvoir quand même nous aider à avancer plus. Sans quoi, on est beaucoup avancé par rapport à la paix. Ça, je peux vous le garantir. Il y a eu beaucoup de réalisations, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais est-ce que le résultat est visible? Ça ne suffit pas. Le résultat est visible. Parce que l'administration est revenue. Elle fonctionne aussi? Elle fonctionne à Tombouctou, à part les services financiers. Donc, est-ce que tu vois? Mais si bon. les ressources humaines... Ce qui est sûr et certain, le gouverneur, il est là. Les préfets sont là, les sous-préfets sont là. Est-ce que ces services fonctionnent, M. Traoré? Le gouvernement fonctionne, la préfecture fonctionne, mais il y a beaucoup de services qui ne fonctionnent pas, même si les personnes sont là. En réalité, c'est des services qui ne fonctionnent pas. Donc les attentes des populations ne sont pas comblées? Pas du tout, loin de là. C'est vrai qu'il y a certaines directions qui sont ouvertes, qui fonctionnent un peu, mais en réalité, ils ne donnent pas vraiment le service qu'on attend d'eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs services qui sont là de non seulement. Il n'y a aucun service financier à Tombouctou. Dans une ville comme Tombouctou où il n'y a pas un seul service financier, comment vous voulez que cette ville fonctionne? Trésorerie régionale non, impôts non. Comment est-ce que ce pays-là peut fonctionner? Cette ville peut fonctionner? Non. Alors, est-ce que la situation au centre qui s'est détériorée et même vers le sud également a retardé également la mise en œuvre de l'accord pour la paix selon vous?
Bon, je pense que c'est une situation qui est venue se greffer à la situation qui prévalait déjà. C'est vrai, la situation du centre du Mali n'a rien à voir avec l'accord de paix, puisqu'il n'y a aucun groupe armé qui fait partie de cet accord. Je ne dirais pas que ça a retardé l'accord de paix. Il y a tellement d'éléments qui ont retardé. Donc, le problème du centre du Mali n'a rien à voir avec cette situation. Il y a des dispositions de l'accord qui sont là, qui n'ont pas été, je dirais, respectées, qui n'ont pas été mises en œuvre. Je dirais que c'est tout simplement de la mauvaise foi. À quel niveau? À tous les niveaux. Vous savez, même le Conseil de sécurité des Nations Unies, chaque fois à travers ses rapports, accuse les autorités maliennes, accuse le gouvernement malien. Quelque part également, moi je pense que certains groupes armés ne retournent pas à la base pour expliquer à la base les problèmes. Je l'ai tantôt dit ici en février 2016, lorsqu'on était à Ber, ce qu'on a vu là-bas, on a l'impression qu'on ne communique pas avec la base dont on parle. La base qui est quand même cette partie essentielle de l'accord de paix. Parce que sans la base, on ne peut pas parler d'accord. C'est vrai, il y a des représentants de ces bases, que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Kidal ou à Gao. Mais lorsque la base n'a pas compris, ne comprend pas ce qui se passe réellement au niveau des négociations, au niveau des ateliers, au niveau des différentes rencontres, ça ne peut pas aller. Imaginez qu'aujourd'hui, nous soyons dans le cadre d'un accord et que ces groupes armés qui avant ne reconnaissaient pas le Mali, qui reconnaissaient l'Azawad en tant que pays, si au niveau de l'accord, ils reconnaissent le Mali et que l'Azawad n'est pas un pays en tant que tel, et qu'au niveau des bases, lorsque vous allez là-bas, on crie Abba Mali, ça veut dire quelque part ça ne va pas. Ça veut dire qu'on n'a pas communiqué avec cette base. C'est là qu'ils sont partis représenter ces bases dont on parle. Les communautés de Tombouctou, de Gao, de Kidal, qui acceptent des choses et qu'au niveau de leur base, on voit qu'il y a des protestations. Ça veut dire quelque part, soit on n'a pas parlé avec la base, soit on n'a pas très bien communiqué avec cette base. Donc il y a un problème quelque part. Alors quelle est la solution, M. Saya? Bon, comme il l'a dit, il y a un déficit quand même de communication entre, disons, si je peux dire, la branche politique et puis la branche armée sur le terrain. Il y a vraiment un déficit de communication. Peut-être quand les responsables vont à Bamako, ils se plaisent là-bas, dans les hôtels, et ceux qui sont sur le terrain, ils sont laissés pour compte, ou la plupart du temps, on les considère comme des analphabètes, des gens, des béni-bibi, prêts à tout faire, quoi. Je pense qu'il y a lieu quand même par rapport aux responsables de ces groupes armés de prendre le soin ou bien de se donner les moyens de venir à la base expliquer à leurs combattants sur le terrain. Celui qui a une arme, il fait un bon temps dans le désert avec vraiment la rigueur des intempéries. Souvent, il éclate carrément, il a une arme, il va faire des excusez-moi du terme, des conneries. D'accord. Qui peuvent quand même embraser, qui peuvent mettre quand même tout ce processus à l'eau. Parce qu'une fois qu'il y a tuerie d'hommes et tout ça, bon, vraiment, que Dieu nous en garde. À la longue, qu'est-ce que ça va devenir? On va retourner au point zéro. D'accord. Deuxième sujet de ce forum de la presse, l'éducation. Comment se porte le domaine de l'éducation à Tombouctou, M. Traoré? Aujourd'hui, quand même, il faut le dire, l'éducation à Tombouctou. Par rapport à la sécurité, j'ai quand même un appel. On va y revenir. Okay. L'éducation, allez-y. Bon, je vais parler sous le contrôle de Saya, qui est d'abord enseignant de formation, et Al-Husseini, qui est aussi enseignant de formation. En fait, l'école aujourd'hui est vraiment malade. Parce que nos enfants sont dans les rues depuis combien de mois? Et ça, c'est inadmissible. Comment est-ce qu'un pays peut avancer si ses enfants ne vont pas à l'école?
Vraiment, c'est un problème. Je ne pensais pas que le gouvernement accepterait de laisser l'école, le problème de l'école s'éternise jusqu'à ce moment-ci. C'est vraiment une catastrophe. D'accord. Que pensez-vous de cette grève des enseignants à l'Hussein El Hadji, vous-même en tant qu'enseignant de formation? Bon, je ne parle pas en tant qu'enseignant, je parle en tant que simple citoyen. La grève, c'est un droit. Lorsqu'il y a grève, ça veut dire que ceux-là qui grèvent peut-être trouvent qu'il y a des conditions, il y a des conditions qu'il faut améliorer. Donc, ils revendiquent à travers une grève. C'est vrai, cette grève, ça joue sur nos jeunes frères, ça joue sur nos enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème, le gouvernement et les syndicats signataires du 15 octobre, ils peuvent toujours s'entendre. C'est vrai, nous sommes à peut-être un mois de la fermeture des classes, mais on peut... 2 mois. Ok, 2 mois. Mais je pense qu'on peut toujours trouver la solution. Parce qu'au Mali, on a l'habitude... Certains pensent que le moment a été mal choisi par les enseignants. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Non, je ne dirais pas que le moment est mal choisi. Lorsqu'on revendique, il parle de quel moment? Lorsqu'on revendique, je pense qu'on n'a pas... Ils pensent que le pays traverse une crise à plusieurs niveaux et que du moment où ils ont leur salaire déjà, qu'ils devaient attendre. Bon, parce que les enseignants qui revendiquent actuellement se disent qu'il y a tellement de choses qu'on leur a promis qu'ils n'ont pas eu, qu'il faut vraiment continuer à revendiquer. C'est ça en fait. Ce n'est pas parler de moment opportun ou pas. Ils pensent qu'il y a des choses qui leur ont été promises qui n'ont pas été réalisées jusque-là. Donc il faut continuer à revendiquer jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Mais quelque part, le gouvernement également dit que ce que les enseignants revendiquent, le gouvernement ne peut vraiment pas satisfaire ces doléances. Donc le blocage, c'est à ces niveaux. Surtout les 3 points de revendication, la prime de logement, les frais de surveillance et d'examen, également l'autre point, le point 10 qui concerne l'accès des enseignants aux services centraux de l'État. Donc le blocage, c'est à ce niveau. Je pense que même si on ne va pas satisfaire ces 3 points, il y a quand même un point que les enseignants disent crucial. C'est-à-dire c'est le point 6, le point D qui concerne la prime de logement. Ils disent que ça, quand même, c'est crucial. Il faut que les gouvernements parviennent à satisfaire cette doléance. Peut-être que si ils s'entendent sur ce point, peut-être qu'on peut sauver l'année. Parce qu'au Mali, on a beaucoup... On va y revenir tout de suite. Monsieur Saya, alors aujourd'hui, quelle est la conséquence de cet arrêt de cours sur les enfants à Tombouctou? J'avoue que les dommages sont incalculables. Incalculables. En fait, l'homme sans instruction, c'est quoi? C'est une véritable bête. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? Mais c'est l'instruction, c'est l'intelligence. Et si ces enfants sont laissés à eux-mêmes, sans précurseur, sans quelqu'un un berger quand même, pour les guider sur la bonne voie, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des criminels. Justement, dans cette insécurité, est-ce qu'ils ne sont pas exposés, ces enfants, s'ils ne vont pas à l'école? Bon, je dirais que pour l'instant, ce n'est pas visible, mais à la longue, ils risqueraient quand même d'être enrôlés par des gens mal intentionnés. Ça c'est clair. L'enfant qui est là, on les voit en longueur de journée dans la rue, ça fait pitié. L'État dit ne pas avoir... C'est pas comme ça que nous, on a trouvé le pays. D'accord. On a bénéficié quand même de l'argent de l'État. On a été à l'école, l'État nous a instruits et tout ça. D'accord. Et que nous ne puissions pas vraiment rendre la monnaie excusez-moi, oui. Que nous ne puissions pas rendre la monnaie à nos enfants, nous ne puissions pas créer des cadres pour leur permettre d'étudier. Vraiment, nous sommes tous interpellés. Quand ce même État dit ne pas avoir les moyens de satisfaire ces demandes des enseignants, est-ce que ce n'est pas cet État également qui est responsable de cette situation? Puisque ces enseignants disent qu'il y a beaucoup de choses qui leur ont été promises, qu'ils n'ont pas obtenues. Je trouve que le problème n'est pas tellement à ce niveau. Quand tu causes avec certains enseignants,
te disent que plus ou moins, parce qu'ils sont enseignants, ils sont méprisés. L'État n'a pas de considération pour eux. Donc, eux aussi tapent très fort sur le fer. Il y a d'autres corporations qui sont parties en grève. Mais est-ce qu'on a fait des retenues de salaire? On ne l'a pas fait. Pour la première fois qu'on fait des retenues de salaire, c'est avec les enseignants. Excusez-moi du terme, presque toutes les corporations sont parties en grève, on n'a pas fait de retenue sur leur salaire. Pourquoi on le fait seulement avec les enseignants? Il y a une façon d'aborder, c'est-à-dire de ne pas être un peu flexible. Puisque nous cherchons vraiment à faire du bien, il ne faut pas trop serrer. Quand vous serrez trop, de la part des enseignants aussi bien que de la part de l'État. Et quand les enseignants vous posez votre problème, c'est ça ou rien, c'est pas bon. L'État aussi, bon, on n'a pas ça, point barre. On ne va jamais se rencontrer. Et ça va mettre ce pays en retard. La différence entre les pays, c'est l'éducation. Un pays qui n'envoie pas ses enfants à l'école, il ne faut pas que demain on s'attende à quelque chose. Hein. Merci. Avec ce temps perdu, est-ce qu'une année blanche serait mieux? Ou est-ce que si on ne va pas à une année blanche, il est possible encore de rattraper le temps perdu selon vous? Bon, en fait, moi je ne vois pas de solution pour ne pas aller à l'année blanche parce que à 2 mois, on ne peut pas vraiment rattraper tout ce temps perdu. Bon, sauf si on fait comme d'habitude, je m'en fous, il faut bafouer les choses. Sinon, moi je crois que vraiment il faut carrément aller à l'année blanche. Moi, je pense que c'est la meilleure solution parce que cette année, il n'y a absolument pas eu de cours. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on va donner aux enfants comme connaissance pour qu'ils puissent avancer pour aller dans d'autres écoles classes supérieures. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment grave de continuer à dire qu'on va sauver l'année blanche sur du de sauver l'année sur du faux. C'est pour vraiment faire du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on fait dans ce pays. On ne prend rien au sérieux. Et puis, je vais aussi un peu répondre sur la question des responsabilités. Parce qu'il faut le dire, l'État est responsable, les enseignants aussi sont responsables. Parce que vous êtes des enseignants, des fonctionnaires de l'État. D'abord, l'État doit traiter tous les fonctionnaires au même pied d'égalité. Ça, c'est très clair, c'est normal. Et lorsque vous faites des revendications, l'État est là, l'État demeure. Donc, vous avez fait des revendications. L'État a pu satisfaire certains points et d'autres non pour le moment. Donc vraiment, il faut continuer à négocier tout en restant en classe, sauver vraiment ces enfants-là. Mais les enseignants n'ont pas eu le courage de le faire. Ils disent, puisque d'autres l'ont fait, ils ont endurci la grève, ils ont eu satisfaction, on va le faire aussi. Ce n'est pas la solution. Vous avez montré vos doléances, laissez à l'État vraiment de réfléchir, trouver les voies et moyens pour vous donner satisfaction. Mais si vous désertez carrément les classes, vraiment c'est un problème. Vous n'êtes pas d'accord avec son avis par rapport à l'année blanche? Bon, par rapport à l'année blanche, je dis que, en tout cas, si tout de suite quelque chose est fait, si on trouve un consensus, on peut sauver l'année scolaire. Ne serait-ce qu'essayer de prendre 2 mois sur les vacances pour, je veux dire, de sitôt, on commence et à l'accalmie, les enseignants retournent en classe, on peut sauver l'année scolaire. On peut sauver l'année scolaire. On va prendre peut-être 1 ou 2 mois dans les vacances, sur les vacances des enfants, pour essayer de rattraper et afin de ne pas... Une année blanche, c'est beaucoup hein, pour les enfants. Mais il ne faut pas oublier également que ce sont ces mêmes enfants qui sont les paysans, les cultivateurs pendant l'hivernage. Ce sont ces mêmes enfants également, leurs parents, ceux qui sont surtout au niveau des écoles privées, payent des frais de scolarité. Donc, est-ce que c'est une bonne solution de prendre 1 ou 2 mois sur leurs vacances qui coïncident avec l'hivernage? Bon, entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Entre l'éducation et l'intérêt immédiat, je veux dire, les travaux champêtres et autres, ça c'est l'intérêt immédiat. Est-ce que tu vois? Généralement, on voit qu'au niveau local surtout, c'est le ventre d'abord qui est vu. On pense à se nourrir d'abord avant. Oui. Tout ça, je pense que pour une année, on peut quand même faire des sacrifices. D'accord. Nous n'irons pas dans la famine, comme vous le pensez. Non. C'est que sur certaines solutions peut être trouvée. D'accord. Est-ce que vous pensez également qu'il y a une solution à l'âge? Il y aura une solution parce qu'il y a toujours eu des solutions. Parce qu'au Mali, le problème c'est quoi? C'est qu'on veut toujours sauver l'année mais pas l'école. Parce que chaque fois qu'il y a des situations pareilles,
même si on arrive jusqu'à juin, on va trouver quand même une solution, en tout cas pour endiguer cette situation. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça va jouer sur le niveau des élèves, sur le niveau des étudiants. C'est le plus grand problème. Sinon, dire que l'année ne sera pas sauvée, je ne le dirais pas. On va sauver l'année parce que les partenaires qui investissent dans l'éducation, l'État ne va jamais laisser tout cet argent partir comme ça. Donc, ils vont tout faire pour sauver l'année, comme le doyen Sahel a dit. Peut-être on va aller jusqu'à juin ou juillet peut-être, mais on va quand même sauver l'année. On l'a toujours fait. D'accord. Nous allons parler maintenant de révision constitutionnelle. Le processus est réengagé par le gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que les conditions qui ont poussé au report de ce processus il y a 2 ans, est-ce que ces conditions se sont améliorées à l'Husseini Al-Hadji? Bon, je dirais plus ou moins parce que les conditions, on parle toujours de conditions sécuritaires. Je l'ai dit, la situation d'abord du centre est venue se greffer à la situation qu'on connaissait déjà, donc ce qui complique un peu les choses. Également, dans le Grand Nord, il y a des zones dans lesquelles aujourd'hui l'armée ne peut pas aller. Il y a des zones où pratiquement il n'y a pas d'armée. Il y a des zones où les réfugiés ne sont pas revenus. Est-ce qu'on peut aller à la révision constitutionnelle? C'est vrai, on va nous dire, bon, on a organisé l'élection présidentielle, on a organisé l'élection des députés. Avec quel taux de participation? Justement, avec quel taux de participation? Même ici à Tombouctou, il y a des bureaux de vote de certaines localités qui sont délocalisées, comme on le sait chaque fois, ici à Tombouctou. Et on sait dans quelles conditions le vote se passe dans certaines localités. Donc aujourd'hui, je pense que la révision constitutionnelle, on doit réunir certaines conditions d'abord avant de parler de cette révision constitutionnelle. Même si le comité d'experts nous dit que la population malienne dans sa grande majorité, en tout cas, est acquis à la cause, même si le comité d'experts nous l'a dit, il faut quand même attendre. C'est vrai, en 2017, on a vu le non. Bon, on n'a pas voté, mais ceux qui n'étaient pas pour la révision constitutionnelle, on a vu la population contester, en tout cas par rapport à cette révision constitutionnelle. D'accord. Alors, M. Traoré, est-ce qu'il faut impérativement réviser la Constitution maintenant? Bon, je crois que c'est même une nécessité aujourd'hui, comme le dit tout le monde. Et je pense aussi, comme la question que vous venez de poser à Luce, moi je pense qu'il y a même eu vraiment une grande amélioration. Le fondement même du rejet de la révision constitutionnelle, c'était en 2017, c'était parce que les Maliens n'ont pas été consultés. Et cette fois-ci, le gouvernement a eu quand même le courage d'organiser des forums citoyens dans toutes les régions. Et j'ai même participé à Tombouctou au forum. Et c'est les participants qui ont travaillé sur le projet, article par article, pour apporter des amendements. Je crois que c'est vraiment un grand pas, parce que la population a été vraiment consultée. Mais au niveau sécuritaire, un grand pas dans le pays ou un grand pas au nord, puisque le centre du pays, il y a eu une détérioration? En fait, ce n'est pas un problème de sécurité. On a organisé les élections présidentielles. Mais avec quel taux de participation? Certains disent que c'est ceux qui ont voulu voter qui sont partis voter. Est-ce que l'État doit se lancer dans ce processus encore? Est-ce qu'il ne devrait pas également mieux sensibiliser les populations pour que la constitution qui va être votée par les Maliens soit une constitution plus inclusive? Exactement, ça c'est une réalité. Bon, en fait, moi je pense que vraiment le problème de sécurité, en tout cas au nord quand même, peut-être au centre il y a problème. Mais au nord je ne vois pas un lieu où on ne peut pas organiser des élections. C'est très difficile. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on pourra organiser des élections partout au nord du pays aujourd'hui? Non, on ne peut pas le faire partout. Au nord, on ne peut pas le faire. Parce que, à vrai dire, il y a des citoyens maliens qui ont quitté leur site. Ils sont réfugiés en Mauritanie, au Burkina, au Niger et certains en Algérie. Bon, dire qu'on va organiser des élections afin que chacun puisse vraiment exprimer son droit, c'est trop dire.
Mais les consulats, il y a des ambassades dans ces pays-là. Ils peuvent aller voter dans ces endroits-là. Est-ce qu'ils ont des documents pour dans les consulats, il y a mais les camps de réfugiés, c'est un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile. Le problème, à mon avis, ça ne se situe pas à des réfugiés. Vraiment. Les réfugiés qui sont restés hors du Mali aujourd'hui, on peut les compter au bout du doigt. Et c'est des gens qui reviennent, ils les retournent. Parce qu'ils ont des choses à gagner là-bas. Est-ce qu'ils doivent voter? Ils doivent voter, exactement. C'est leur droit. Est-ce que dans ces conditions, ils pourront le faire? Il faut juste les sensibiliser pour qu'ils viennent voter. Est-ce que les conditions sont réunies pour le C'est des gens retour? qui viennent chaque fois. Et après, quand ils sentent qu'ils doivent prendre leur pension là-bas, ils les retournent. Parce qu'ils savent que le HCR leur donne quelque chose là-bas. À chaque fois qu'il y a le mois, en fin du mois, ils retournent là-bas pour prendre vraiment leur dû. Sinon, ils reviennent, ils sont là. Alors aujourd'hui, M. Saya, est-ce que vous pensez que ce processus de révision constitutionnelle, on doit encore attendre? Est-ce que le moment est bien choisi? Bon, à vrai dire, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut aller à la révision constitutionnelle. Parce que c'est des lois, c'est des articles, c'est des trucs qui évoluent. Mais qu'est-ce qui peut obliger le Mali à réviser aujourd'hui? Je pense qu'on dit que l'accord même ne peut pas vraiment être mis en œuvre de façon inclusive tant qu'il n'y a pas vraiment cette révision-là. Parce qu'il y a beaucoup des aspects de l'accord qu'il faut adapter à la Constitution. Donc si vraiment on veut aller à la paix, je crois que la Constitution, là, il faut vraiment le réviser. Là où il y a un problème, là, par rapport au mandat du président, tout le monde est unanime là-dessus, on dit qu'on ne peut pas le toucher. Je ne vois pas de problème. Pourquoi avoir peur de la révision de la Constitution? Est-ce qu'on risque encore de voir la plateforme Ante-Abana qui s'est mobilisée à l'époque pour demander le report de cette révision constitutionnelle à l'UCN? Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que avant, la population se disait ne pas être consultée. Aujourd'hui, avec le forum citoyen qui est organisé dans chaque région, je pense que les populations ont pu donner leur avis par rapport à cette révision. Et même, il y a des points qui ont été évoqués. Ceux qui avaient participé à la formation, au forum, avaient demandé qu'on modifie certains points, même de l'avant-projet. Par exemple, le temps intérimaire, c'est-à-dire le président intérimaire, on a trouvé que le temps était trop court. 92 jours, c'était court. On a trouvé également que le temps qui était situé entre les deux tours, le premier et le deuxième tour, était court. Également, un autre point, le temps des recours, on a jugé nécessaire que c'était aussi court. Donc, tous ces aspects montrent qu'aujourd'hui, les populations, c'est vrai, veulent qu'on aille vers la révision constitutionnelle, mais il faut attendre un peu que certaines situations se calment, notamment au nord et également au centre, pour aller vers cette révision. Parce qu'il y a des points, on a assuré les populations, ces points ne seront pas touchés. Est-ce que vous pensez que l'État va attendre? Ces points ne seront pas touchés. Les points qui ne seront pas touchés, il y a les deux mandats du président qui restent intacts, la laïcité du pays, l'intégrité du territoire. Ces trois aspects restent intacts. Mais est-ce que vous pensez que vous demandez qu'on attende un peu que la situation se stabilise? Est-ce que vous pensez que l'État, cette fois-ci, va attendre encore? La question reste posée. La question reste posée. L'État, à la demande de la population, tout compte fait le fait que le président s'est ravisé par rapport même au référendum, il a écouté la population. Cette fois-ci également, lorsque la population sort dans sa grande majorité, le président va certainement écouter cette population. Voilà. Va-t-on réviser cette constitution dans ces conditions, M. Saya? Moi, je trouve que vraiment la révision sera la bienvenue. Maintenant. Est-ce votre avis aussi? Au fait, je m'explique. Allez-y. Comme on le dit, la situation que nous vivons actuellement, personne ne sait quand est-ce que ça prendra fin. Les autorités ont-elles la capacité de mettre fin à cette situation? Bon, c'est trop dire parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses qui rentrent, que nous devrons prendre quand même en compte. Je l'ai dit au début du débat, j'ai dit que les accords que l'État a signés avec ces groupes rebelles, les moyens manquent actuellement. Et nous comptons sur l'opinion internationale
sur les partenaires techniques et financiers pour pouvoir appliquer à 100% les accords. Et dire que nous allons attendre à quand, ce serait vraiment, personne ne sait. D'accord, donc vous pensez aussi qu'il faut le faire? Moi, je pense qu'il faut vraiment aller à la révision. Je ne vois pas pourquoi les Maliens ont peur de cette révision, en réalité. D'accord. C'est les Maliens qui vont voter. Si vous avez vu des choses qui ne vous plaisent pas là-dedans, il faut vraiment rejeter, c'est très simple. C'est voter oui ou non, c'est tout, c'est très simple. Merci à nos invités, à Husseini Al-Hadji, journaliste à la radio Jamana de Tombouctou, Moulay Saya, correspondant de l'AMAP, et Abdoulaye Traoré, journaliste à la radio Bouktou. Le forum de la presse de ce soir a été délocalisé à Tombouctou. Nous sommes accueillis par la radio Jamana de Tombouctou également. Et à la régie vidéo, Moumine Sendebou et Mamadou Ouattara. Régie audio est assurée par Mamadou Ouattara également. Et merci à toute l'équipe de la radio Jamana de Tombouctou. Et nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain numéro du Forum de la presse de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.